Bonjour Mathieu Lehanner, merci Bonjour. beaucoup de nous accorder cette interview et du temps dans votre atelier que vous nous recevez ici. Donc vous êtes designer, vous avez, votre nom a quand même résonné dans les cœurs de beaucoup de Français parce que vous avez réalisé la vasque olympique et la flamme olympique qui justement vient juste d'être descendue. Ça vous a fait un petit pincement au cœur? Ça m'a fait un petit pincement au cœur, mais déjà le fait qu'elle revienne, c'était une chose qui n'était pas du tout prévue, qui était assez inespérée. Donc oui, à un moment, il faut que ça s'arrête, et puis ça va revenir l'été prochain. Donc ce serait malvenu de se plaindre. En tout cas, nous sommes en septembre et c'est le mois du design. Il y a eu la Paris Design Week, il y a aussi la France Design Week. Vous êtes comment on appelle ça, le parrain de cette édition. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement qu'est-ce que la France Design Week, qu'est-ce que ça représente et bien sûr, qu'est-ce que c'est pour vous d'être parrain de cette édition? Alors sur la question du parrain, Ça change pas grand-chose. non, enfin, non, c'est pas que ça change pas grand-chose. Je suis très flatté, je suis très honoré. Ensuite. Activement, je n'ai pas fait grand-chose. Sur ce que ça provoque, je crois que sans doute ça aide le public, le grand public, à y voir plus clair sur ce grand champ assez vaste du design, qui peut aller du design industriel, ça veut dire en général produit par l'industrie, en général en grande quantité en termes de production, jusqu'à des pièces qui sont plus des pièces d'auteur, qui sont parfois des pièces uniques ou des pièces en édition limitée ou très limitée. Donc ça donne, non, ça donne une visibilité qui aide à dissiper un peu le brouillard. Et la France Design Week, en règle générale, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une succession de moments, d'événements, d'expositions qui mettent en scène des designers, leur production, leurs pratiques, leurs recherches, parfois sur des objets qui vont être disponibles pour le grand public, parfois sur des choses qui sont encore en développement. Donc c'est vraiment un moment. Alors si on prenait une comparaison, on connaît tous à peu près la Fashion Week, Mhm. qui sont des événements très commerciaux, portés par des marques, qui font leurs défilés, de vêtements qui seront en général ensuite disponibles en boutique. Là, c'est une chose qui est un peu plus ouverte, un peu plus vernaculaire et sans doute moins commerciale. Et c'est quand même un événement qui a lieu en France entière, jusqu'en Martinique, donc vraiment la France dans sa globalité. Est-ce que le design est saisi de manière différente selon les régions? Est-ce qu'il y a des designers partout? Il y a des designers en gros partout et depuis, je crois, la nuit des temps. Je pense que le premier homme ou la première femme dans sa caverne, à l'état Homo sapiens, taillant son silex, On peut était dire déjà que déjà, c'est un acte de oui, design. bien sûr, était déjà une forme de designer. Parce qu'un silex, vous l'avez en main, c'est un objet absolument sublime. Vous allumez un feu, ou vous allez chasser, donc il a une fonction qui est incontestable. Donc ça a toujours été là. Ensuite, aujourd'hui, effectivement, ça prend de multiples formes. Donc des événements comme ça, encore une fois, permettent de faire une sorte d'arrêt sur image de là où en est la création en France dans ce domaine-là, là où en est les recherches, où en sont les recherches des designers. Donc non, c'est plutôt une chose qui est assez nécessaire et qui est plutôt assez gaie en fait. Et le fil directeur de cette France Design Week, c'est le design utile. Est-ce que le design est forcément utile? Parce que est-ce qu'il y a une notion d'utilité forcément dans l'acte de design? Oui, historiquement, il y a une notion d'utilité et c'est un des éléments qui pourrait le différencier d'une production purement artistique, d'un objet sculptural ou d'une peinture, etc. Donc celui-là, l'objet de design, en général, rentre dans vos vies et ne demande pas uniquement à ce qu'on l'admire comme une œuvre d'art, mais que vous viviez avec, qu'on s'assoit dessus, qu'on mange dessus, qu'on s'éclaire avec, ou qu'on roule dedans. Mais alors ensuite, la notion de fonction, et même elle est assez vaste. Oui. Vous évoquiez la vasque olympique. La fonction de la vasque olympique, elle est discutable. À quoi ça sert ce truc? On pourrait se dire pas à grand-chose. Ça ne sert pas vraiment à éclairer, mais un peu. Ça sert surtout à fédérer,
provoquer de l'émotion, rassembler les personnes, être porteur d'une sorte de message, presque de liturgie, si on prenait un terme presque religieux. Donc, mais voilà, mais la fonction, c'est aussi une donnée qui est un peu élastique, hein. Mais derrière design utile, vous avez, en tout cas France Design Week a souhaité mettre en avant quelque chose en particulier? Non, pas spécifiquement, mais probablement quand ils choisissent ce thème-là, c'est une façon aussi de commencer à donner une définition ou un morceau de définition de ce que serait le design. Est-ce que vous avez parlé justement de cette vasque olympique qui touche les cœurs, qui a une notion d'émotion. Est-ce que vous avez l'impression que le design évolue dans la perception que les Français ont de... Je pense que la vasque a aidé. Oui. En tout cas, c'est le témoignage que j'ai entendu de multiples reprises de designers me disant, bah voilà, grâce à ça, je peux expliquer à ma mère, à mon père, à ma grand-mère ou à mes amis à peu près ce que c'est. Parce que effectivement, c'est une notion un peu... c'est une notion un peu fourre-tout. Personne n'est vraiment capable de donner une définition claire et définitive de ce métier-là. Personnellement, c'est sans doute pour ça que je l'ai choisi d'ailleurs. C'est que ça laisse une très grande liberté. Donc oui, il y a une notion esthétique, oui, il y a une notion émotionnelle, oui, il y a une notion d'utile. Ensuite, ça peut prendre de multiples formes, de multiples matériaux, à de multiples échelles. Mon projet de diplôme en fin d'école de design, c'était sur le design des médicaments. Comment faut-il dessiner un médicament pour que la relation entre un patient comme vous et moi et son traitement soit la plus optimale possible? Donc on est vraiment sur une échelle très petite. Oui. Très petite. Donc ça se joue à tous ces niveaux-là. D'accord. Mais est-ce que vous essayez d'apercevoir l'émotion, enfin en tout cas à chaque fois que vous créez, vous essayez de penser à l'émotion que ça va générer chez la personne? Alors en ce qui me concerne, je le mets tout en haut de ma liste de fonctions. D'accord, c'est la première chose à laquelle vous pensez. Oui, parce qu'en fait, on n'est plus dans les 30 Glorieuses. On n'est plus juste après la guerre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est plus à un moment où... L'histoire du design l'a connu, ce moment-là. Mais où on a besoin de mettre une table, 4 chaises, une lampe, un canapé dans tous les foyers. Parce qu'effectivement, il n'y a plus grand-chose et donc il faut repartir de la base. Aujourd'hui, on a à peu près tous, chez nous, une table, 2, 3, 4 chaises, une lampe pour lire. Donc tout ce qu'on va continuer d'apporter n'est plus là forcément pour répondre à des besoins, je dirais, primordiaux, fondamentaux de nos vies. Donc ça se joue sur d'autres paramètres, sur effectivement une donnée émotionnelle, sur une donnée affective. Qu'est-ce qui fait que vivre avec tel ou tel objet, je vibre un peu plus, je me sens un peu plus vivant. Et peut-être d'ailleurs que je le transmettrai à mes suivants. Et vous faites attention à ce que ça intègre du coup le quotidien, ou vous pensez que c'est plutôt un aspect de luxe, mais pas forcément dans le terme financier du terme, mais plus, par exemple, quelqu'un qui choisirait une œuvre pour mettre chez lui ou l'intégrer dans son quotidien et justement avoir plusieurs œuvres, que ce soit une œuvre d'art en fait? Alors, il y a une chose intéressante, c'est que souvent, vous regardez dans les musées ou les expositions d'art, l'art est souvent assez vertical. Oui. On le met au mur, c'est une statue, totémique, etc. Donc souvent, c'est une chose qui est face à vous, droite, et qui vous demande implicitement de l'admirer, presque de vous prosterner devant sa beauté, son importance. Oui. Le silence des musées, etc. Voilà. Le design joue sur une autre stratégie. Le design est en général beaucoup plus sur le plan horizontal. Donc il rentre dans nos vies de façon plus humble, plus discrète, plus stratégique aussi sans doute, parce qu'il n'arrive pas justement avec ses grands sabots. Il ne vous demande pas de l'admirer, mais voilà. Il rase le sol, si je peux dire. Et une fois qu'il est chez vous, voilà, c'est là où vous en profitez pleinement. Donc je crois vraiment à cette capacité du design, quel que soit le type d'objet, à rentrer dans nos vies de cette manière-là. Et une fois qu'il est dedans, comme un cheval de Troie, eh ben, c'est là où il va s'ouvrir et révéler tout ce qu'il avait à vous donner. Et peut-être que c'est là où ça rejoint le design utile, parce que peut-être que l'utilité, la fonctionnalité
permet de rassurer, d'avoir cette fonction un peu de cheval de Troie. Parce que si le design n'est pas utile, peut-être ça garde ça met trop en avant cet aspect très cathédrale, très Moi, luxe. la première chose quand on finit de faire une pièce ici, de voir les premiers prototypes, la première chose que je regarde, c'est est-ce que les gens ont envie de la toucher. Et ça, pour moi, c'est le premier mouvement presque un peu primal, presque un peu instinctif de l'enfant, devant lequel vous mettez un objet, quel qu'il soit, et il a envie de le toucher et de le prendre. Et donc, si on finit une pièce, un prototype, quelle que soit la fonction pour le coup, et que les gens croisent leurs bras et prennent un air pénétré en disant « mais mon Dieu, ce que c'est beau, mon Dieu, ce que c'est intelligent, mon Dieu, ce que c'est élégant, etc. » Ça vous barbe. Je me dis c'est raté. C'est raté. Je me dis c'est raté. Si à l'image d'un enfant, leur premier mouvement, c'est de tester, de toucher, de s'asseoir, et quitte à dire après, oh pardon, je ne sais pas si j'avais le droit, là je me dis, bah voilà, là on a touché déjà quelque chose parce que instinctivement, biologiquement, physiologiquement, l'objet est venu au contact de l'être humain. Et ça vous est déjà arrivé? Vous avez souvent des moments où vous devez repenser un objet parce que vous avez l'impression que ça ne touche pas les tripes de celui qui le regarde? Alors, oui, mais en général, d'abord, je travaille là-dessus dès les premières réflexions, les premiers dessins, c'est une chose qui est pour moi très importante. Ensuite, parfois, on modifie une chose, on modifie une forme, on modifie une matière pour effectivement arriver à toucher cette chose-là et toucher le noyau primitif et émotionnel. Et justement, comment est-ce que vous travaillez? Quelles sont tout d'abord vos inspirations? Est-ce que vous mettez un mot dessus? Est-ce que vous savez ce qui vous inspire? Je ne sais pas très bien ce qui m'inspire. Je suis assez contemplatif. Donc je regarde le monde tel qu'il avance, et ça depuis que je suis enfant. J'essaie de comprendre ce qui se joue en termes de relationnel, comportemental, etc. J'essaye de sentir la psychologie du monde dans lequel je vis. En fait, je suis un peu comme une sorte si j'ai une expertise ou un micro-talent, c'est comme si j'étais une sorte de membrane extrêmement réactive et qui va se mettre à vibrer en fonction de ce qui se produit. Et donc, le travail, c'est de se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se produit ici, maintenant, dans ce monde, dans ce pays, etc. Et comment, en tant que designer, je peux amener, si ce n'est une solution, en tout cas une réponse à cette chose-là. Du coup, c'est très large, où vous regardez plus particulièrement le goût, l'évolution du goût des personnes envers justement le mobilier, etc. Ou vous regardez vraiment même la géopolitique, les aspects très larges de la vie? Je préfère la géopolitique que le goût. Le goût, il bouge, il évolue, et puis lui, alors effectivement, il y a des mouvements un peu forts, mais pour le coup, il est plutôt lié à chacun en fonction de son expérience, sa subjectivité, sa culture, sa provenance, etc. Mais je pense que c'est plus intéressant de dézoomer. Il y a un an pile, je travaillais par exemple sur le mouvement des survivalistes. Le survivalisme, on a tous entendu parler de ce truc un peu bizarre, de personnes craignant à un moment une sorte d'effondrement politique, géopolitique, économique, environnemental, etc. Et il prend de multiples formes. Il prend des formes un peu paranoïaques de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, où je vais faire des réserves de nourriture, je vais trouver des armes, je vais creuser un bunker, etc. Et puis il prend aussi des formes parfois plus poétiques en disant « mais en fait, j'ai pas besoin de tout ça, j'ai pas besoin de tous ces objets, toutes ces choses, tous ces gadgets. Et donc, j'ai envie d'avoir une autre vie, plus simple, plus en lien avec la nature. » Mais donc, finalement, c'est des choses qui commencent à émerger, qui se produisent. Et ça, c'est des domaines, par exemple, qui sont passionnants pour un designer, en se disant, mais effectivement, c'est un vrai sujet. Si je devais créer un habitat réduit au minimum, qui reste confortable, mais où finalement je me déleste de beaucoup, effectivement, de choses dont je me suis entouré et qui finalement ne sont que des boulets, à mon mouvement, à ma créativité, à mon bien-être, qu'est-ce que ça doit être ? Et donc, voilà, ça c'est typiquement des sujets de design. Donc ça va effectivement au-delà des questions de tendance qui ne m'intéressent pas du tout, au-delà des questions de goût, mais pour répondre à votre question, oui, je trouve plus d'inspiration en ouvrant un quotidien de géopolitique qu'en ouvrant un magazine de design.
Est-ce que vous, même si ce n'est pas votre inspiration, est-ce que vous constatez une évolution de la manière dont les personnes dans leur quotidien consomment le design? C'est-à-dire qu'on l'a vu historiquement. Je vous donne un exemple très concret. Dans les années 70, c'est là où on a vu, par exemple, un moment où les canapés se sont mis à être beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas, beaucoup plus confortables, beaucoup moins formels. Et c'était aussi un mouvement qui correspondait à un moment où on voulait plus s'asseoir comme papa et maman, encore moins comme grand-père et grand-mère, de façon très formelle, Oui. essayant de montrer une sorte de statut social, d'embourgeoisement un peu triste en fait. Et donc, tout le mouvement de la société a commencé à changer. Et les designers qui ont été les plus intéressants, c'est ceux qui, justement, ont senti ça. Et ont commencé, du coup, à dessiner des objets qui vont accompagner ça. Et c'est souvent ça qui se passe. Les designers ne changent pas les comportements. Mais les meilleurs designers sont ceux qui vont sentir ce qu'il est en train de se produire et, justement, ne pas continuer à dessiner les canapés de papa. Ne pas devancer, mais accompagner le mouvement. Exactement. Et donc, oui, ce qui se passe typiquement aujourd'hui, c'est vraiment dans une forme de continuité, sans doute, de tout ce qu'on a tous vécu comme une sorte de grande science-fiction, ce confinement, en se disant finalement, mon espace de vie, c'est mon premier épiderme. C'est mon corps un peu augmenté, et où du coup, il faut que je repense la façon dont j'y vis, la façon dont je vais interagir. Alors parfois, dans le confinement, on était un peu forcé, mais dont je vais interagir avec ma femme, mes enfants, mes amis, ce que je me crée et je me préserve comme zone un peu plus... Voilà, comme noyau effectivement à préserver, qui est celui de mon intimité. Et puis du coup, je vais aussi y travailler parce que voilà, on l'a vécu. Donc tous ces mouvements sociétaux modifient forcément la façon dont je vis et du coup doivent de fait modifier les objets qu'on va produire. Et ça, vous essayez de l'intégrer dans vos créations ou vous préférez être en rupture? Non, j'essaie d'abord de le comprendre, de l'analyser, et puis ensuite d'y apporter une réponse. On est assis sur un canapé, là, que j'ai dessiné il y a quelques années, qui s'appelle Familyscape. Familyscape, paysage de famille, si on voulait le traduire en français. Et lui, je l'ai dessiné non pas en me disant comment je vais créer un joli canapé avec des jolies formes. On s'en fiche pas mal, et ça finalement c'est assez simple à faire, un joli canapé avec des jolies formes. Mais je voulais en faire un objet où finalement, parce que justement dans un habitat, j'ai parfois besoin de recevoir un rendez-vous professionnel, ça peut arriver, donc j'ai besoin d'être un peu formel. Et donc j'ai une zone, c'est la zone où là je me trouve. Ah, vous êtes dans la zone formelle, là, d'accord. Le dossier il est un peu plus proche, vous voyez, donc naturellement je suis un peu plus formel. Donc, je peux prendre un café, je me tiens bien, je suis bien droit, etc. Et puis mon rendez-vous est terminé. Je vous passe. Oh la vache, j'en peux plus de ce mec. Voilà. Cette interview était interminable. C'était interminable. Et puis une fois que je me suis reposé, mes enfants viennent et puis du coup ils vont se mettre là et puis ils vont discuter et puis ils vont s'asseoir ici et donc voilà, c'est là typiquement un objet comme ça et ça n'est qu'un canapé, mais l'idée dans son dessin c'est que finalement il intègre de façon la plus harmonieuse possible plein de moments différents qui sont les moments que je vis et le moment que vous vivez chez vous et comment un objet peut être un support de cela. Donc naturellement, je me suis mis dans le côté très confortable de la chose. Vous tenez de façon très formelle. Vous pourriez être beaucoup plus chill. Vous pourriez mettre votre tête sur la couloir là, et puis si je partais, vous mettriez vos jambes ici. C'est ça, je le ferai un peu plus tard. Exactement. Et comment justement ça se passe? Est-ce que vous avez un processus créatif assez rodé ou tout est différent selon l'objet? Alors c'est souvent très différent, mais j'ai des processus créatifs assez rodés, qui sont en fait de ne pas dessiner. D'accord. Qui sont, une fois que je me dis, tiens, j'aimerais bien travailler sur ce sujet-là. On parlait d'un canapé pour vivre plein de moments, ou on parlait d'une maison minimale pour les survivalistes de nouvelle génération. Et donc, je vais commencer à réfléchir dessus. Et donc, je dessine pas du tout. Et en général, je me renseigne même assez peu.
C'est-à-dire que j'essaie de le faire de façon plus intuitive. Je ne vais pas aller dans les bibliothèques ou sur Internet, essayer de trouver ou rencontrer un maximum de survivalistes ou aller interroger 6500 familles sur la façon dont ils vivent avec leurs enfants, leurs amis et comment ils travaillent chez eux. Mais voilà, je sens, je vois, j'observe. Et donc, je vais faire travailler mon cerveau tout seul, sans m'en occuper. Et puis je vais l'interroger tous les jours. Alors, est-ce que tu as bien travaillé ces 24 dernières heures? Et donc, mon cerveau m'envoie des premières choses. Comme ça. Comme Minority Report. Vous avez des petites boules comme ça qui descendent. Et donc, vous regardez, vous faites un grand tri. Ça, c'est vraiment quel intérêt. Et il y en a quelques-unes où vous dites, ah, ça, c'est intéressant. En tout cas, ça semble qu'il y avoir des choses qui sont avec un potentiel là-dedans. Et donc, vous regardez, vous réfléchissez 5-6 minutes, pas beaucoup plus, et puis vous renvoyez la balle à votre cerveau, qui, pendant qu'on discute là, pendant qu'on va déjeuner tout à l'heure, pendant qu'on va dormir, votre cerveau, comme le mien, continue à travailler tout le temps. Et il va jouer comme un enfant qui est seul dans sa chambre et qui prend des choses, il va mixer des choses qui n'étaient pas censées être mixées, et puis il va construire, assembler, etc. Et puis comme ça, jour après jour, vous voyez les idées qui commencent progressivement, c'est assez lent, mais à prendre forme. Et vient un moment où les choses commencent à être assez claires. Et là, c'est le moment où, pour le coup, je prends une feuille et un crayon et je vais essayer de dessiner ce que mon cerveau a déjà à peu près passablement conçu. Donc ça, c'est un exercice quand même très... il faut s'entraîner quand même pour avoir cette relation avec son cerveau. Il faut s'entraîner, mais on a tous un cerveau qui fonctionne plutôt bien et on a tous intérêt à le faire travailler un maximum et sans que ça nous épuise. Donc prendre ça, cette distance comme ça... Mais voilà, moi je sépare totalement les deux choses et il ne m'a jamais laissé tomber. Donc voilà, pourvu que ça dure. Mais c'est surtout que je me méfie en fait c'est-à-dire que si je faisais le même processus en prenant une feuille et un crayon, en me disant, bon sang, comment je pourrais répondre à telle ou telle problématique ou dessiner telle ou telle chose. Ma main, mais comme la vôtre, il y a des choses qu'elle aime dessiner ou qu'elle sait dessiner plus naturellement. C'est pour ça qu'on voit, vous êtes au téléphone, je vous donne un papier et un crayon, il y en a qui vont faire des spirales, d'autres qui font des ronds, d'autres qui font des traits, sans réfléchir. Parce que la main, mais c'est tout le corps, a des facilités, des virtuosités, des envies de faire tel ou tel mouvement. Un designer, c'est encore pire. C'est-à-dire que si vous lui donnez un crayon et une feuille, il va dessiner ce qu'il aime dessiner, ce qu'il sait dessiner. Et donc, et moi, l'intérêt, c'est pas de ce que j'aime dessiner ou ce que je sais dessiner. La question, c'est la réponse que je vais apporter. Donc, c'est pour ça que j'empêche ma main de prendre un crayon, tant que mon cerveau n'a pas une vision très claire de ce que je veux parvenir à faire. Et pour terminer cette partie, comment est-ce que c'est l'intérieur d'un designer? Est-ce que chez vous, vous avez que des meubles de design, que des meubles qui ont un intérêt particulier? Je ne sais pas, quand on s'imagine un intérieur de designer, on l'imagine, enfin moi personnellement. Comment vous l'imaginez? Avec que des choses designées, pensées. Alors, pas que, j'ai un silex. Justement. J'ai un silex, mais j'ai des choses très contemporaines, j'ai des choses anciennes, j'ai des choses fonctionnelles, j'ai des choses dont la fonction n'a jamais trouvé ce que c'était, que j'ai acheté chez un antiquaire. Donc oui, c'est des choses choisies, ça oui, parce que ça m'intéresse et que je crois au pouvoir des objets. Donc effectivement, c'est des choses qui sont choisies, mais c'est des choses qui ne sont pas du tout toutes signées, loin de là. C'est des choses qui ne sont pas toutes contemporaines, très loin de là. C'est quelques petites choses que j'ai pu faire, mais pas tant que ça. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, j'ai pas envie de... Je passe déjà la journée avec moi-même. Avec vos objets. Voilà. Donc je crois pas que l'écrivain lit ses propres livres le soir quand il rentre chez lui ou que le musicien écoute sa propre musique quand il va se coucher. Enfin, ou alors ça devient un truc d'égo un peu tordu. Donc on est plus proche du cabinet de curiosité, d'objets qui ont une âme, mais des âmes très très différentes les unes des autres. Et vous, tout ce que vous designez, c'est vos goûts? C'est ce que vous aimez? C'est une bonne question. Pas forcément. Pas forcément. On peut être amené à travailler sur des choses qui ne sont pas... j'ai été amené à travailler dans une église, il y a quelques années, église romane du XIe siècle. Je ne suis pas croyant moi-même. Donc je crois à l'inverse que c'est important qu'on puisse... Alors j'aime ce que j'ai pu produire, mais j'en suis pas le premier bénéficiaire, je passe pas beaucoup de temps dans les églises. Mais le plus important, c'est essayer d'apporter
la réponse, la chose qui vous paraît la plus juste, la plus légitime, la plus pertinente par rapport à la personne, le cœur, l'esprit, le cerveau que vous avez envie de toucher. Alors, on va tout de suite regarder un micro-trottoir. Nous avons demandé à des passants dans la rue ce qu'ils pensaient du design et en quoi ça allait toucher. Mettre du design chez soi, c'est apporter vraiment sa signature dans son intérieur. Le design, ça permet de ne pas tout avoir de standardisé dans une ville. Quand on voit les bancs ou les lampadaires typiques de Paris tout verts comme ça, ça caractérise et ça donne une signature à la ville, ça donne son identité. C'est une discipline de création et je pense que introduire de la création et de la nouveauté, de l'innovation, ça fait du bien aux gens. Je pense que les gens se sont mieux dans un environnement qui a été conçu et réussi. Ça régit la manière dont on se déplace, la manière dont on s'assoit, dans la manière dont on voit les objets et dont on utilise les objets en général et les bâtiments, etc. Le design en général, il a une influence sur sur la manière dont on appréhende le monde et donc je trouve qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des designs de plus en plus minimalistes, ce qui nous enferme aussi dans une sorte de minimalisation de ce qu'on perçoit, de ce qu'on ressent. Je préfère par exemple les designs plus anciens, les mouvements artistiques qui étaient avant, qui donnaient plus la place aux détails et même à l'artisanat, à la production humaine poussée, quoi. Pour moi, l'espace de la maison, c'est un espace véritablement très important. Il faut qu'on y circule bien, il faut que ça soit beau, il faut qu'il y ait des objets qui vous parlent. C'est pas forcément des objets design, mais ça va être des objets dans lesquels vous avez un rapport affectif. Ça apporte quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'utile, mais qui est de l'ordre du beau et qui est essentiel. C'est pas utile, mais en même temps, c'est essentiel d'avoir ça dans la vie. Parce que moi, je pense que la beauté, je pense que l'art, c'est très important. Je suis très impressionné par les réponses, qui sont franchement très justes. Depuis la première qui parle de quelle façon justement un objet donne une identité à une ville, et où d'une ville à une autre, rien que par les objets, on peut parfois savoir où est-ce qu'on se trouve, à ceux qui parlent de la notion d'utilité qui est discutable, de ceux qui parlent du besoin de toucher aussi, et de revenir à du détail et des choses plus sensuelles. Non, je vais prendre leurs coordonnées pour les embaucher. Non, mais il y a une notion de collectivité qu'on a peut-être un peu moins parlé dans l'interview. Est-ce que forcément, la Vasco Olympique, c'était quand même le collectif, c'était ce qui avait le plus central dans ce projet. C'est ce qui vous a plu assez rapidement quand vous avez répondu à l'appel d'offres? En fait, l'objectif, c'est de toucher chacun individuellement. Ensuite, s'il y a un seul individu, 2, 10, 100, 1000 ou, concernant la VASC, on parle de 5 ou 6 milliards, oui, sans doute c'est mieux. Mais l'objectif, c'est pas... Pour moi, l'objectif, c'est pas le nombre. On a connu une époque où, effectivement, les designers n'avaient qu'une obsession, c'est de produire dans la plus grande quantité possible et être dans toutes les maisons possibles et tous les appartements possibles. C'est un ego trip, en fait. Parce qu'en fait, on a vu un peu la limite de ça, de cette production de masse, parce qu'aujourd'hui, ça devient des déchets plastiques flottant dans les océans. Donc aujourd'hui, je suis assez détendu avec ça. Si on peut toucher des millions ou des milliards, pourquoi pas, mais le fait de pouvoir en toucher des milliards avec un seul objet sans besoin de produire 6 milliards d'objets, j'aime assez l'idée. Mais après, il y a des designers qui pensent plus, enfin je ne sais pas, plus ou moins par rapport à vous, mais qui ont une patte plus urbaine, par exemple, qui vont vraiment designer des objets urbains dont l'objectif est de créer société, de créer le mouvement. Ça, est-ce que c'est quelque chose auquel vous... Peut-être un nouveau projet donc vous auriez, non, alors j'ai travaillé sur du mobilier urbain, sur beaucoup de choses très différentes. Ce dont je suis sûr, c'est que il faut éviter d'être spécialiste, éviter d'être expert. Je crois que une certaine naïveté, une certaine candeur dans un domaine, c'est souvent là où vous allez reposer des bonnes questions et éviter d'avoir des recettes. Donc le mobilier urbain est un sujet qui m'intéresse, mais je ne voudrais surtout pas être un designer spécialiste en mobilier urbain. Et donc là, votre nouveau projet, votre prochain projet, c'est sur quelque chose où on ne vous attend pas du tout? Il y en a un certain nombre sur lesquels, effectivement, on ne m'attend pas et où je ne m'attendais pas avant qu'on me demande d'y participer. Il faudra qu'on se revoie pour qu'on en parle. Ravi. Merci beaucoup, Mathieu Lewanner, d'avoir participé à notre première édition d'Expérience. Merci. Je vous souhaite tout le meilleur.
Et voilà, c'est déjà la fin d'Expérience, l'émission qui vous fait vivre la culture autrement. Merci à tous nos chroniqueurs, intervieweurs, reporters pour cette aventure collective. Merci à Jamal Gul, Laurent Mèvre, Béatrice Constant et Juliette Miglierina qui étaient derrière en régie. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Expérience et je vous dis au mois prochain.